Bonjour et bienvenue à Washington pour cet épisode exceptionnel de l'entretien de France 24. Les États-Unis font face à la crise sanitaire la plus grave de l'histoire moderne. Alors que l'administration Trump, qui gouvernera ce pays jusqu'au 20 janvier prochain, on le rappelle, a été très vivement critiquée pour sa gestion, il est désormais raisonnable d'envisager donc une sortie de crise, notamment grâce à 2 vaccins conçus et produits par les laboratoires Pfizer et Moderna. À la tête de la gigantesque opération qui permettra la distribution de ces vaccins, un homme, un scientifique, le docteur Moncef Slaoui. Moncef Slaoui, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Merci de m'avoir. Vous êtes marocain, belge et américain. Vous avez plus de 14 vaccins à votre actif. Pourquoi est-ce que vous avez accepté la demande de Donald Trump de vous engager dans cette aventure? Écoutez, c'est vraiment le besoin que la pandémie a créé. Déjà au mois de mai, on avait un premier pic avec, si je me rappelle bien, plus de 1000 morts par jour. Un impact énorme sur la vie sociale. Et donc, malgré ma réticence à travailler avec cette administration, avec laquelle je ne suis pas du tout aligné, j'ai décidé que c'était très important, beaucoup plus important, d'aider à la découverte, au développement, à accélérer tout le processus qui mènerait à avoir des vaccins. Concrètement, l'opération Warp Speed, c'est le nom, je rappelle, du programme qui va permettre une vaccination rapide des 50 États américains. Comment va-t-elle se dérouler, cette opération, et surtout, qui sont les citoyens qui bénéficieront du vaccin en premier? Il est, je pense, logique que les premières doses produites aillent aux États qui ont investi pour les avoir, mais dans tous les cas, toutes les entreprises qui ont participé, par exemple, à l'opération, ont des unités de fabrication qui fabriquent aussi pour le reste du monde. Si on calcule juste les 6 vaccins que nous supportons, par exemple, ici, chacune de ces entreprises compte fabriquer entre 1 et 2 milliards de doses de vaccins en déant l'année 2021 ou jusqu'à la première moitié de l'année 2022. Donc, à 6 entreprises différentes, on parle de plus que 8 milliards de doses de vaccins, assez de doses pour vacciner la totalité du monde. Cette découverte est évidemment un enjeu financier colossal. Est-ce que vous êtes partie prenante de cela? Je ne suis pas convaincu qu'il y aura un retour financier pour les entreprises qui ont investi, étant donné qu'en fait, on ne sait pas si ce virus va rester longtemps ou pas, et on ne sait pas si les vaccins induisent une immunité à long terme ou pas. Donc il était impératif, en fait, pour que les sociétés investissent leurs ressources qui étaient investies dans d'autres domaines, pour d'autres vaccins ou pour d'autres médicaments, qu'on les aide financièrement, qu'on leur donne une incentive, et puis l'avenir montrera. S'il faudra revacciner les personnes une fois par an, oui, probablement, ce sera un marché important. Sinon, ça ne le sera pas. Selon vous, la découverte de ces vaccins, du vaccin contre le Covid-19, c'est la fin de la crise sanitaire? La découverte, c'est le début de la fin. La fin, ce sera quand le vaccin est utilisé partout dans le monde, à au moins 80 ou 90% de la population mondiale, pour qu'on puisse réellement supprimer la circulation du virus. Plusieurs vaccins seront bientôt en circulation, ce qui constitue une surprise par rapport aux prédictions initiales. Beaucoup de scientifiques avaient contredit Donald Trump au moment où Donald Trump promettait un vaccin imminent. Comment est-ce que vous expliquez que la recherche finalement soit arrivée à un résultat aussi rapide, et surtout, est-ce que ça ne vous inquiète pas un petit peu? Ce défi, il était très 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 grand, mais il n'était pas impossible. Si c'était impossible, j'aurais jamais dit oui. C'est trop facile pour beaucoup d'experts de s'asseoir sur une chaise comme spectateur et de critiquer et de dire c'est pas possible. C'est jamais comme ça qu'on résout les problèmes. On résout les problèmes quand on pense qu'il y a une voie, mais qui n'est pas certaine, pour pouvoir trouver une solution et qu'on participe à trouver la solution. Et je trouve que dans ce cas-ci en particulier, même s'il y avait seulement 1% de chance de réussite, il fallait essayer, étant donné l'impact de cette pandémie sur la population globale du monde. Sur les 10-15 dernières années, il y a eu d'énormes investissements et d'énormes progrès au niveau de la mise au point de ce qu'on appelle des plateformes technologiques pour faire des vaccins. Donc on savait qu'on pouvait faire des vaccins très très rapidement, qu'on peut prédire le comportement de la technologie en termes de l'innocuité chez l'être humain, la réponse immune qu'elle va induire,
l'industrialisation de la production. Donc ce sont toutes des choses où on était capable de prévoir comment ça allait se comporter. Les deux principaux laboratoires qui disent avoir aujourd'hui mis au point un vaccin sont Pfizer et Moderna, on les a nommés. Chacun de ces deux laboratoires a travaillé sur un échantillon de population de 30 000 individus, c'est cela ? 30 000 pour Moderna, 44 000 pour Pfizer. Est-ce que c'est assez ? Et est-ce que vous ne vous attendez pas au moment où il y aura une vaccination de masse, ne serait-ce qu'aux États-Unis, on parle de centaines de millions d'individus, est-ce que vous ne vous attendez pas à ce moment-là que se révèlent des effets secondaires, des problèmes liés à la nouveauté du vaccin ? Écoutez, je ne suis pas inquiet par rapport au développement de ces vaccins pour leur innocuité parce qu'on a utilisé des études cliniques qui sont plus grandes que ce qui est requis par toutes les agences du médicament du monde, 30 000 à 40 000 personnes au lieu de 5 à 6 000 personnes. Nous n'avons pas vu d'effets secondaires dans les 60 jours qui suivent la vaccination, sachant que 95% de tous les effets secondaires associés aux vaccinations se révèlent dans les 40 jours qui suivent la vaccination. Et troisièmement, on a mis sur pied un système de pharmacovigilance qui va nous permettre de surveiller de très près la population en général une fois qu'on a mis le vaccin en utilisation réelle. Et s'il y a n'importe quel effet secondaire, on les détectera et on agira en conséquence. Ce qu'on doit considérer, ce sont deux choses. La première, c'est quel est le problème qu'on est en train d'attaquer ? Le problème qu'on est en train d'attaquer tue 2 300 personnes par jour et a complètement défait la vie sociale et économique du monde. Il tue des dizaines de milliers de personnes par jour. Aucun scénario imaginable d'effet secondaire du vaccin ne tuerait même une personne par jour. Mais si quelque part sur la planète, peut-être quelqu'un mourra d'avoir été vacciné alors qu'il ne serait peut-être pas mort du Covid. On ne peut pas l'exclure au niveau individuel. C'est impossible de prédire, on ne pense pas que ça arriverait, mais évidemment c'est impossible à exclure. Et dans ce contexte-là, il faut voir aussi le bénéfice de la société et le bénéfice individuel, parce que 99,99% des personnes vaccinées vont bénéficier du vaccin, qui a 95% d'efficacité. Donc, c'est pratiquement une assurance. Vous ferez partie des tout premiers vaccinés ? Absolument. Moi-même, ainsi que ma famille. Est-ce que vous pensez que l'histoire va se souvenir que Donald Trump a promis un vaccin très rapidement et qu'à l'époque, scientifiques, mais également politiques américains, ont démenti cette information en promettant que le vaccin ne pourrait pas arriver avant au moins un an, probablement un an et demi. On se souvient de Anthony Fauci notamment et de ses réserves. J'espère que le monde va se souvenir que l'industrie pharmaceutique, l'écosystème de cette industrie, les sociétés de biotechnologie, le monde académique, la science a permis de découvrir et de développer et de produire des vaccins en un temps record et effectivement permet de sauver le monde. Et nous sommes quelque part chanceux que ce virus n'affecte ou ne tue qu'une personne sur 1000 qui sont infectées. Le virus Ebola tue 95% des personnes qui sont infectées. Si ce virus était comme le virus d'Ebola, la catastrophe serait monumentale. Donc, pour moi, c'est ce que j'espère que le monde va se rappeler et va continuer à soutenir l'investissement dans la recherche scientifique parce que c'est ça qui trouve les solutions à des problèmes pareils. De votre point de vue, et là ce n'est pas le scientifique que je sollicite, est-ce que vous pensez que le fait que la lutte contre la pandémie et la recherche du vaccin, effectivement, le fait que ce soit devenu une bataille politique à un moment tout à fait exceptionnel de l'histoire politique du pays, c'est le contexte de cette élection, ça a servi la recherche ou ça l'a desservi ? Moi, j'étais vraiment très, très inquiet. Je continue à être très inquiet de la politisation de ce qui s'est passé, de la découverte d'un vaccin. En fait, ça a créé une tension et une perte de confiance de la population en général parce que le travail scientifique rigoureux qui avait lieu a été confondu avec les rhétoriques politiques des deux côtés. Un côté qui disait « c'est pas possible, on ne peut pas le faire, il doit y avoir quelque chose de louche », et l'autre qui disait « oui, on va le faire avant les élections ». Ils avaient tous les deux tort, je trouve. Ils ont fait peur à la population
On a fait tout ce qui était en notre possible pour rester en dehors de tous ces enjeux, ces discussions politiques. J'espère que rapidement, maintenant que les données vont devenir publiques, que les gens vont avoir l'opportunité d'écouter les personnes dans lesquelles ils ont confiance. Et j'espère arriver à la conclusion que ces vaccins sont safe, secures. Vous pensez que l'industrie pharmaceutique et les États vont apprendre de cette pandémie? J'espère. Vous savez, la manière de se préparer, c'est d'avoir des organisations permanentes dont l'objectif est de rechercher, de développer et de fabriquer à 1 million de doses seulement des vaccins contre tous les virus qu'on sait qu'ils ont le potentiel d'être des virus pandémiques. Quel est l'avantage d'avoir une organisation comme ça? Premièrement, il se pourrait qu'un des vaccins qu'on a fait soit le prochain virus pandémique, donc on serait déjà à la ligne de départ. Ou, alternativement, si on doit encore le découvrir, on aura une infrastructure industrielle capable immédiatement de se consacrer à ce nouveau virus et de travailler énormément plus vite avec moins de disruption que ce qu'il y a eu et de pouvoir fabriquer le vaccin, au moins aussi vite, si pas plus vite. Une organisation pareille peut-être coûterait 100 ou 150 millions de dollars par an. Ici, on a dépensé déjà 12 milliards de dollars. Dans quel délai, après la vaccination du dernier citoyen américain, on verra la vaccination des Parisiens, des habitants de Casablanca et des habitants de Bamako, pour être tout à fait clair? Franchement, ça commencera avant qu'on ait fini de vacciner ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des usines de manufacture qui fabriquent pour le monde. Donc, en fait, on a investi à valider la technologie, à valider la manière de fabriquer, etc. Et puis elle est exportée pendant qu'on est en train de fabriquer ici pour les États-Unis, elle est exportée ailleurs pour être produite pour les pays européens et pour les pays du reste du monde. Je pense qu'il y a une très grande conscience du fait qu'on doit vacciner tous les êtres humains sur cette terre pour pouvoir contrôler cette pandémie. Vacciner tous les êtres humains sur cette terre, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, docteur, de nous avoir reçus. Vous êtes sur France 24, restez avec nous.